Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Comme d'habitude, Mohamedou Oumfa est au micro pour vous tenir compagnie et je serai avec Rosine Mounezero à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine au menu de notre magazine, la santé des victimes des violences sexuelles. Une thématique d'actualité au moment où se terminent les journées d'activisme contre les violences basées sur le genre. Armes de guerre dans les pays en conflit ou agressions criminelles ailleurs, le viol est un phénomène courant. Selon les estimations mondiales de l'OMS, 35% des femmes indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles. Dans cette édition, nous écouterons deux témoignages, celui d'une victime. C'est difficile parce qu'il y a des personnes qui m'ont toujours fait du mal, qui m'ont fait toujours triste. Et celui d'une psychologue. Si on touche le sexe, c'est vraiment l'intimité de la personne. Le corps, le physique et le psychique sont intimement liés. Pourquoi pour le bien sexuel, si on touche son sexe, on détruit toute la personne. Grossesse involontaire, blessure vaginale, maladies sexuellement transmissibles, les violences sexuelles ont des conséquences fâcheuses. Votre santé, votre avenir fait le diagnostic type des victimes. Docteur Messi John. Il y en a qui vont avoir des dysfonctionnements sexuels, c'est-à-dire lorsque la personne a été violée, pour avoir encore des relations sexuelles normales, ça sera pénible pour elle. Elle aura toujours cette image de viol. Et vers la fin de cette édition, retrouvez votre rubrique habituelle. À vous la parole. Le docteur Amangen Cap est une fois encore en rendez-vous pour répondre à vos questions. Ne quittez pas. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par quelques faits d'actualité. Nous parlerons essentiellement du VIH-Sida et ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. VIH-Sida, plus de 14 millions de personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus. L'OMS recommande l'autodépistage pour inverser la tendance. Alors, plus de 14 millions de personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus. L'OMS recommande l'autodépistage pour inverser la tendance. En effet, le rapport indique que plus de 18 millions de séropositifs pour le VIH sont actuellement sous traitement antirétroviral et qu'un nombre équivalent ne peut toujours pas avoir accès au traitement, une majorité d'entre eux ignorant leur statut vis-à-vis du VIH. Aujourd'hui, 40% des personnes porteuses du VIH, plus de 14 millions, ne connaissent pas leur statut. Nombre d'entre elles sont des personnes exposées à un risque élevé d'infection par le VIH qui se heurtent souvent à des difficultés pour accéder aux services de dépistage existants. Selon le docteur Margaret Chang, directeur général de l'OMS, des millions de personnes ayant le VIH ne bénéficient toujours pas du traitement indispensable qui peut également empêcher de transmettre le virus à autrui. L'autodépistage devrait permettre à de nombreuses personnes de connaître leur statut et de savoir comment obtenir le traitement et l'accès aux services de prévention selon elle. L'autodépistage du VIH signifie que les gens peuvent utiliser la salive ou le sang d'une piqûre au doigt pour connaître leur statut en privé dans un endroit confortable pour eux. Ils donnent le résultat en 20 minutes tout au plus. L'autodépistage et la prise des antirétroviraux par les malades sont des moyens pour réduire les risques de décès dus au VIH-Sida. Parlons encore du VIH-Sida avec un vaccin actuellement testé en Afrique du Sud. Oui, en effet, les volontaires reçoivent depuis le 30 novembre des injections d'un vaccin expérimental contre le sida. Ce vaccin est baptisé HVTN 702. Il est l'un des plus avancés dans la recherche contre le VIH. Le candidat vaccin est tiré d'une souche testée il y a 7 ans en Thaïlande et qui a permis de réduire à 31,2% le taux d'infection. Il a été dopé et amélioré et sera cette fois-ci testé pendant les 4 prochaines années sur 5400 Sud-Africains, hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans. Les chercheurs espèrent que le taux d'efficacité de ce vaccin prototype atteindra au moins le seuil de 50% d'après le professeur Glenda Gray, directrice du Conseil national sud-africain de la recherche. Si ce vaccin est considéré comme suffisamment efficace, il faudra alors entre 5 et 10 ans pour développer sa production, pronostique le professeur Gray, et nous aurons besoin d'argent. L'Afrique du Sud, où est testé ce vaccin, est l'un des pays les plus touchés au monde par le fléau du VIH, avec un taux de prévalence de 19,2%. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et puis terminons ce tour d'horizon de l'actualité avec l'ONU-SIDA qui se félicite de l'accroissement du nombre de malades sous traitement d'antirétroviraux. Un nouveau rapport établi par l'ONU-SIDA montre qu'1 million de personnes supplémentaires ont eu accès au traitement en seulement 6 mois entre janvier et juin 2016. À ce jour, environ 18,2 millions de personnes ont eu accès aux médicaments antirétroviraux dans 910 000 enfants, doublant ainsi le chiffre établi 5 ans plus tôt. L'ONU-SIDA espère que 30 millions de personnes seront sous traitement d'ici 2020. Le rapport démontre que l'impact du traitement sur l'espérance de vie fonctionne. Le nombre de personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH a atteint son apogée en 2015 avec 5,8 millions. Le rapport souligne aussi que si les objectifs de traitement sont atteints, ce nombre devra atteindre 8,5 millions d'ici 2020. Les personnes âgées vivant avec le VIH ont jusqu'à 5 fois plus de risques de développer des maladies chroniques. Par conséquent, une stratégie globale doit être envisagée afin de répondre à l'augmentation des coûts de prise en charge de longue durée. Le rapport met également en évidence le risque de résistance aux médicaments et le besoin de réduire les coûts de traitement de seconde et troisième ligne. Si 18,2 millions de personnes ont accès au traitement, l'ONU-SIDA rappelle que 39,8 millions de personnes sont séropositives dans le monde, d'où l'urgence de poursuivre les efforts pour améliorer l'accès aux antirétroviraux. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, selon l'OMS, 35% des femmes, soit près d'une femme sur 3, indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. Pour attirer l'attention de l'opinion internationale, le Centre pour le leadership mondial des femmes a organisé cette année, du 25 novembre au 10 décembre, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Votre santé, votre avenir a saisi cette occasion pour examiner la santé des filles et femmes victimes des violences sexuelles. Nous avons sollicité l'éclairage d'un gynécologue, le docteur Messi John, qui travaille à l'hôpital de référence de Saint-Mélima au Cameroun. Il commence par nous expliquer les conséquences possibles pour les victimes. Le plus souvent, on a des lésions qui peuvent être des contusions, on a des lésions corporelles, des plaies, des hématomes. Il y en a qui souffrent de douleurs et puis des saignements qui peuvent être au niveau de la peau, qui peuvent être d'origine vaginale. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on peut avoir des traumatismes qui sont un peu plus graves. Ça peut être des traumatismes au niveau des os, c'est-à-dire des fractures et autres. Des traumatismes au niveau des articulations, par exemple des luxations. Donc, c'est en général les signes ou bien alors les diagnostics qu'on a souvent pendant nos consultations. Quelles peuvent être les conséquences à moyen et à long terme pour une femme qui a été victime de viol? Les conséquences peuvent être d'ordre physique, d'ordre psychologique et puis d'ordre social. Les conséquences d'ordre physique, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des plaies, il peut y avoir des contusions, il peut y avoir des hématomes, même des fractures. Le plus grave, c'est qu'on peut avoir des morts subites. Plus tard, on pourra avoir des douleurs chroniques. Une personne qui va souvent souffrir des douleurs à cause de ce traumatisme. On peut avoir des infections sexuellement transmissibles qui vont rester, par exemple, dans le contexte où je suis, il y a par exemple le VIH. Maintenant, sur le plan de la santé de la reproduction, on peut avoir des personnes qui auront des grossesses indésirées. Et à la suite de ces grossesses indésirées-là, peuvent, dans notre contexte, aboutir à des avortements provoqués avec tout ce que ça entraîne. De là, les complications d'infertilité. Il y en a qui vont avoir des dysfonctionnements sexuels, c'est-à-dire lorsque la personne a été violée, pour avoir encore des relations sexuelles normales, ça sera pénible pour elle. Elle aura toujours cette image de viol. Et maintenant, sur le plan psychologique, on va avoir une personne qui sera dans un état de stress post-traumatique permanent. Vu que vous avez été violé, et le viol, ce n'est jamais quelque chose de facile. C'est une personne qui vient vous agresser. On peut avoir des troubles psycho-affectifs, c'est-à-dire dépréciation de soi. On apprécie plus la vie. Parce qu'on se dit que pourquoi nous? On peut avoir les troubles de sommeil, on a l'anxiété, il y a les troubles de la personnalité. Donc, en dehors de ces troubles psycho-affectifs, on peut aussi avoir un développement d'aversion de la personne et du sexe opposé, c'est-à-dire la personne ne veut plus avoir affaire avec le sexe opposé. On peut aussi avoir une tendance à la violence et au crime. Sur le plan social, on peut avoir le rejet social et l'isolement.
pouvez avoir des difficultés relationnelles. Vous ne pouvez plus communiquer avec la société, avec votre entourage. Quelles sont les différentes formes de thérapie que vous appliquez lorsque vous recevez des victimes? Leur prise en charge est un peu difficile. Et leur prise en charge est ce qu'on appelle souvent dans le jargon médical une prise en charge multidisciplinaire. Dans cette prise en charge, il y a une prise en charge qui concerne le médecin, une prise en charge médicale. Il y a une prise en charge du psychologue parce que la personne aura des conséquences psychologiques. Il y a une prise en charge sociale, la prise en charge sociale qui concerne tout l'environnement, toute la communauté. Donc la prise en charge, elle est psychologique, elle est médicale, elle est sociale, sans oublier médico-légale aussi, parce que les juges interviennent aussi. Pour le plan médical, l'objectif de notre prise en charge sera d'abord de traiter toutes les lésions qu'on aura. Si la personne a une blessure, si la personne a une fracture, si la personne a un traumatisme, quelque part un traumatisme crânien par exemple, nous devons prendre en charge. D'abord, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de prévenir toutes les infections qui peuvent survenir au décours d'une violence sexuelle. Toutes les infections sexuellement transmissibles. L'autre objectif qu'on va aussi avoir, c'est de prévenir les grossesses indésirées, les grossesses qui peuvent survenir à la suite d'une violence sexuelle. La consultation doit se faire dans un milieu vraiment très restreint, un milieu très calme, un milieu très paisible où nous devons écouter, rassurer la patiente, informer la victime sur tout ce qu'elle veut avoir. Donc nous devons lui dire tout ce que nous allons faire sur elle et cette consultation devra en principe se faire en présence d'une tierce personne. Ça peut être un psychologue, ça peut être un autre infirmier. Ça permet à ce que la victime soit plus rassurée. Nous devons éliminer que la personne n'a pas consommé d'alcool, la personne n'a pas été droguée quelque part. Donc nous devons lui poser toutes ces questions, savoir et bien effectivement quel a été le moyen qu'ils ont utilisé, est-ce la pénétration. Est-ce que c'était par voie buccale? Est-ce que c'était par voie vaginale? Au cas où il y a eu une pénétration. Est-ce qu'ils ont utilisé des corps étrangers? Et savoir si la personne a éjaculé. Est-ce que la personne a utilisé le préservatif? Il y aura aussi des examens que nous allons demander pour pouvoir prendre en charge la victime. Il y a des sérologies que nous allons demander, le VIH, des sérologies chlamydia, la gonococcie par exemple, la syphilis, l'hépatite, tout ça que la personne peut contracter au moment de la violence sexuelle. En fonction des examens qu'on aura, on peut donc décider de traiter la victime, de donner les antibiotiques. En fonction du moment où la personne vient nous voir, nous pouvons décider de donner des contraceptifs pour prévenir les grossesses indésirées. Il y a les rendez-vous que nous allons donner après 1 mois, après 3 mois pour contrôler tous ces examens-là. Qu'est-ce que vous recommandez aux époux de ce type de femme pour que la personne soit remise en confiance et ait à nouveau des rapports sexuels qui ne soient pas pénibles? Les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles ont un certain nombre de besoins, parmi lesquels le soutien psychosocial. Nous, on pense que les personnes qui sont donc victimes de ces violences doivent avoir un soutien psychosocial, c'est-à-dire elles ont besoin de contact. Une personne qui reste à côté, une personne qui la cajole, une personne qui lui montre le bien de la vie. Son mari qui est à côté, il faut ce soutien-là. Il faut que la personne soit rassurée, il faut qu'on la rassure. Est-ce que, par exemple, il y a un délai pour attendre? Est-ce qu'il faut attendre, par exemple, que toutes les lésions soient guéries? Est-ce qu'il faut attendre, par exemple, l'aval d'un gynécologue avant d'avoir encore des rapports sexuels? Et comment est-ce que le mari peut s'y prendre pour éviter, par exemple, qu'il y ait des douleurs? S'il y a des lésions sévères, le mieux serait d'attendre. S'il y a par exemple, si la personne si la victime est mise sous antibiotiques ou bien alors sous antirétroviraux, on demande souvent d'attendre un peu. Parce que comme je vous disais tantôt, les victimes ont toujours tendance à rejeter les maris, à rejeter le sexe opposé, le sexe qui était à l'origine de cette violence. Donc, on demande souvent d'attendre un peu, de plus parler, de rassurer la victime. C'est quand on rassure la victime, c'est quand on parle à la victime que la victime revienne, donc que la victime se met donc en confiance et peut donc accepter un acte sexuel avec son partenaire. D'où l'intérêt de la consultation du psychologue, parce que c'est le psychologue qui peut plus comprendre et plus rassurer la victime. Nous remercions le docteur Messi John qui nous répondait depuis Saint-Mélima au Cameroun. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Une fois n'est pas coutume, dans cette édition, nous écouterons 2 témoignages. D'abord, celui d'une victime. Nous l'appellerons Espérance pour protéger son identité. Il y a 4 mois, elle a été victime de viol à Bujumbura, capitale du Burundi. Une expérience douloureuse qui lui a laissé des souvenirs inoubliables. Elle s'est confiée à votre santé, votre avenir. C'est honte. Je peux parler à mes amis. J'ai dit seulement à la psychologue de l'Oncaselka et les médecins du Oncaselka. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer votre violeur? C'était quelqu'un que vous connaissiez ou c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas le jour où il m'a attaqué. Je monte à l'intérieur et après, de retour, il m'a arrêté. Il m'a sorti de la bise avec 2 garçons. Et je passais la nuit dans la forêt. Et il m'a envoyé là où il fait le temps, dans la forêt. Et donc, il vous a gardé toute la nuit? Oui, je passais toute la nuit. Et après le matin, à 7 heures, je monte dans les montagnes, les plus grandes montagnes. Et après, il m'a accompagné jusqu'à la route. Il m'a dit qu'il fait me tuer, mais... Il vous a menacé de vous tuer? Oui, il m'a menacé beaucoup. Vous pensez que vous allez reprendre votre vie à la normale? Je pense, mais maintenant, ça va pas beaucoup. Mais je remercie le centre CESCA parce qu'il y a des médecins qui ont développé et à la psychologue du centre CESCA qui m'a aidé beaucoup. Je ne peux pas dire tous mes problèmes parce que dans les autres jours, le 9 février l'an 2016, il m'a attrapé aussi là où j'habite. Le même monsieur? Non. Quelqu'un d'autre? Les autres, mais je ne peux pas le dire parce que je suis en danger. Donc, c'est quelque chose qui vous est arrivé 2 fois dans cette année? Oui, c'est quelque chose dans cette année. Il m'a volé 3 millions. Il m'a volé toutes les choses de restauration. Il m'a volé toutes les choses du banc. C'est difficile parce qu'il y a des personnes qui m'ont toujours fait du mal. Il m'a fait toujours triste. Il y a des touristes, il y a des personnes qui sont habillées civiles. Il m'a dit là où on fait la restauration. Et après, il m'a envoyé dans la forêt. Le temps où je suis dans la forêt, j'ai l'envoyé avec les 3 touristes. Et après, dans la forêt, je vois 12. 12 policiers. Oui, mais je peux rester ici, je ne peux pas dire toutes les choses qu'on a vues. Je ne peux pas les dire, c'est difficile de parler de la radio. Merci beaucoup, Espérance, pour votre témoignage écœurant. Oui. Et on vous souhaite bon courage et bonne guérison et courage, en tout cas. Notre second témoignage est celui de Madame Estela Iakadouhaye. Elle est psychologue au centre Seruka de Bujumbura, un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Elle nous présente d'abord les catégories des victimes reçues par leur centre. Ici au centre Seruka, nous recevons des catégories de différentes. Nous accueillons les petits-enfants, c'est-à-dire les moins de 5 ans, dans une proportion de 17%. C'est une catégorie qui est plus vulnérable. Et on les laisse à la maison avec les domestiques, avec les habitants de la maison, avec les voisins et les enfants subissent. Nous recevons aussi la catégorie de mineurs, de 0 à 17 ans, une proportion de 68% des cas que nous recevons ici. Et le reste, ce sont des majeurs. Et parmi ceux-là, 95% sont des femmes. La catégorie femmes, et 4% ce sont des petits garçons, des opérations de la rue, qu'on a sodomisés par voie anale, quelquefois. Et puis aussi les petits garçons qui sont violés par les bonnes à tout faire, qui est obligé de faire les rapports sexuels, les petits enfants que les bonnes gardent, quelques bonnes obligent les petits garçons de leur faire le rapport sexuel qu'ils ne peuvent pas faire. On sait que les violences sexuelles, c'est un sujet tabou dans pas mal de communautés. Est-ce que c'est le cas pour les communautés que vous servez? Comme vous le dites, le violence sexuelle, c'est un sujet tabou du fait que culturellement, chez nous, on ne peut pas dire tout ce qui concerne le sexe, c'est vraiment un tabou qu'on ne peut pas dire. Mais grâce à nos sensibilisations, on commence vraiment à sortir de ce silence. Maintenant, les victimes de viol
viennent consulter les centres de prise en charge. Dites-nous ce qui fait des violences sexuelles un sujet tabou. C'est un sujet tabou du fait que le sexe, c'est une partie de la personne qui est liée juste à l'intimité. Beaucoup plus à son intimité, du fait que même, vous voyez, une personne ne peut pas dire clairement qu'il a fait un rapport sexuel, même si c'est pas consentant. Donc, c'est-à-dire que si on touche le sexe, c'est vraiment l'intimité de la personne. Le corps, le physique et le psychique sont intimement liés. Pourquoi pour le bien sexuel, si on touche son sexe, on détruit toute la personne. Du fait que donc, la personne a peur de dire qu'elle est complètement abattue, détruite, qu'elle ne veut rien maintenant. C'est pourquoi si on touche le sexe, la victime voit qu'elle est déclassée de la société. C'est pourquoi elle préfère garder silence. Et parfois, les victimes croient qu'elles ont été violées par leur faute et elles se sentent coupables. Et c'est parfois un problème de culture, effectivement, comme vous l'avez dit. Avez-vous rencontré des cas pareils dans votre centre? Oui, beaucoup de cas viennent ici avec des culpabilités. J'aurais dû faire ça. Si j'aurais rentré un peu tôt, je n'aurais pas dû subir un tel sort. C'est-à-dire que les victimes sont quelquefois se responsabilisent de leur malheur. Et nous, en tant que professionnels, nous essayons d'enlever ce fardeau qu'elles portent d'elles-mêmes, disent que ce n'est pas à elle, donc ce n'est pas elle, elle n'y est pour rien, la victime n'y est pour rien pour ce qui lui est arrivé, c'est un accident que je dirais, le viol, elle n'est pas responsable de ça. Sinon, beaucoup de victimes viennent, mais aussi la population, la communauté juge la victime et c'est pas consentement, sinon elle aurait dû crier, elle aurait dû faire quoi. Alors que comme c'est l'intimité que je vous ai dit, la personne peut ne pas crier pour garder secret. Estella, parlez-nous un peu de vos patients. Est-ce que vos patients parviennent à se réintégrer facilement dans la société? Nos patients se réintègrent facilement, quelques-unes, mais il y a aussi des échecs. On ne peut pas ignorer qu'il y a des échecs. Le centre Seruka a vu qu'il ne peut pas rester ici au centre pour accueillir seulement les victimes. Nous avons vu que les grandes conséquences que subissent les victimes viennent de leur communauté. Quand la victime quitte le centre et qu'elle retourne chez elle, elle est mal accueillie, elle est stigmatisée, elle est discriminée et ça développe des symptômes psychiques. Et comme ça, nous avons des zones d'intervention qui est la province, ce qu'on appelle Moranzé, une province Vitoke. Nous avons mis un travail communautaire, l'approche communautaire que nous avons entamé pour essayer de prévenir et aussi de bien accompagner les non-victimes. C'est-à-dire que nous avons formé des groupes, c'est ce que nous appelons les groupes de solidarité, qui sont là pour essayer de diminuer les violences sexuelles et aussi les violences conjugales et domestiques. Et aussi faire un bon accompagnement pour les victimes qui ont consulté le centre, qui ont reçu le traitement d'ici, faire un accompagnement dans leur localité pour ne pas les stigmatiser. Parce que vous voyez, il y a des victimes qui quittent ici et qui sont chassées de leur appartenance religieuse, parce qu'ils sont souillés. Et comme ça aggrave la situation psychique de la personne. Donc, nous dirons que la population maintenant commence à bien réintégrer et aussi les mots que nous faisons et aussi avec les suivis parce que nous invitons les personnes à revenir encore ici pour faire des suivis psychiques, voir s'il n'y a pas eu de complications après le premier entretien. Comme ça, nous voyons en tout cas la majorité des personnes commencent à bien se réintégrer. Et ceux qui ne peuvent pas se réintégrer retournent au centre pour nous dire ce qui ne va pas. On fait recours à nos partenaires qui œuvrent dans le domaine et qui se trouvent dans les localités. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce qu'une personne peut être violée et ne pas manifester les symptômes et avoir des comportements à long terme sont liés à leur vécu antérieur. C'est pourquoi nous essayons d'essayer d'éliminer les symptômes qui peuvent surgir à l'âge plus avancé. De sorte que même la victime peut ne pas être consciente de ce qui leur est arrivé, de ce qu'elle est en train de vivre pour le moment, que c'est lié à leur enfance ou bien à l'état antérieur. C'est la semaine de lutte ou d'activisme contre les violences sexuelles ou les violences faites aux femmes. Quel est votre message à l'endroit des victimes qui n'osent pas sortir de leur cachette? Je conseille aux victimes de sortir de leur silence, de comprendre ce qui leur est arrivé, que ça a des conséquences et physiques, et psychologiques, et même sociales.
qu'il faut sortir qu'on va les comprendre et d'approcher plus les structures de prise en charge. Ici au Burundi, nous avons commencé à décentraliser les services de prise en charge et c'est un cri qu'il faut, dès que constater le viol, amener la victime dans une structure de santé proche, le plus récemment possible, pour éviter d'abord les conséquences physiques et aussi les conséquences psychologiques qui peuvent survenir à l'état restant bien à l'état ultérieur. Il ne faut pas garder secret parce que ce qu'on refoule, ce qui reste chez nous va revenir d'une manière symptomatique. Nous remercions mesdames Espérance et Estella qui nous répondaient depuis Bujumbura au Burundi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes des dizaines à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et surtout, cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je appelle de la Côte d'Ivoire, précisément de San Pedro. Alors Roger, vous avez une question pour l'expert? Oui, bien sûr. Allez-y, posez votre question. Ok, je vais demander au docteur, aujourd'hui, quel type d'alcool consommer et quel type d'alcool est dangereux pour la santé de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement de boissons sur le marché, voilà, des boissons à base d'énergie. Bon, en Côte d'Ivoire, il y en a tellement. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Avec des maladies d'AVC, on ne sait pas quelle boisson consommer et quelle boisson est bonne pour la santé de l'homme. Ce que je peux expliquer à Roger, c'est que l'alcool a toujours fait partie de l'univers sociétal de l'humanité. L'alcool en lui-même n'est pas dangereux lorsqu'il est consommé de façon modérée. Un verre de vin, par exemple, pendant le repas est sans danger et largement suffisant pour notre plaisir. Par contre, l'alcool devient très dangereux et néfaste pour la santé lorsqu'il est consommé sans modération et de façon chronique. On s'expose alors là à des risques très très graves pour notre santé, des cirrhoses du foie par exemple, des pancréatites, des dépendances à l'alcool qui sont quand même assez graves et aussi des accidents de la circulation ou des accidents domestiques liés à un certain état d'ivresse que la personne qui a consommé de l'alcool peut éprouver. Donc, consommer l'alcool, oui, avec modération, n'est pas néfaste pour la santé, mais consommer sans modération, on s'expose à des conséquences très très graves pour notre santé. Quant aux boissons énergisantes qui pilulent en Côte d'Ivoire, comme il le dit dans son propos, ces boissons énergisantes, jusqu'à présent, n'ont démontré aucun bienfait sur la santé humaine. Je les déconseille, d'autant plus que pour moi qui ai fait un certain nombre de travaux sur la mort subite du sportif, ces boissons énergisantes ont été mises en cause à plusieurs reprises comme étant la cause d'une mort subite sportive. Et je déconseille énormément la consommation de ces boissons énergisantes-là. Consommant l'alcool avec modération, un verre pendant le repas suffit largement pour notre bien-être. Consommer avec exagération, sans modération, est néfaste pour notre santé. C'est ce que je pouvais expliquer à Roger. Merci docteur. Votre santé, votre avenir touche à sa fin. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à la santé des femmes victimes de violences sexuelles. Le docteur Messi John, gynécologue à l'hôpital de référence de Saint-Mélima au Cameroun, nous a expliqué les conséquences physiques et médicales chez les victimes. Spécialement, nous avons aussi reçu 2 témoignages, celui d'une victime de viol et celui d'Estella Iakadouhaye, psychologue au centre Seruka de Bujumbura, et nous ont permis de comprendre l'univers et la psychologie des victimes. Nous leur disons merci. Merci également au docteur Armand Genkap pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité. La réalisation de cette édition porte la griffe de Georges Léonard Sagnou. À la présentation, vous étiez avec Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero. Restez fidèles au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique.
Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.